Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le chapitre des vecteurs aléatoires discrets. Pour la version MTH 2302D, vous faites juste les vecteurs discrets, donc on ne fait pas les vecteurs continus. En fait, c'est quoi les vecteurs discrets? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lorsqu'on s'intéresse à la distribution simultanée ou conjointe de plusieurs variables aléatoires, on parle d'un vecteur aléatoire. En fait, c'est quoi un vecteur aléatoire? C'est composé c'est un vecteur de dimension k. En fait, c'est composé de k variables aléatoires qui sont définies sur un même espace échantillon S. Donc, supposons que on a ici un espace échantillon S. Supposons ici j'ai un certain espace échantillon S qui contient plusieurs éléments. Disons des pièces. Donc PS1, PS2, PS3, PSN, PS infini, ça pourrait être infini aussi, bien sûr. Lorsqu'on s'intéresse à ces pièces-là, on peut s'intéresser à plusieurs caractéristiques. Donc, je peux y avoir X1, c'est la masse, je peux y avoir X2, c'est le diamètre, ainsi de suite. Donc, on peut y avoir plusieurs variables, donc X3, résistance, c'est que le nombre de variables qu'on peut étudier sur un espace échantillon peut être très élevé. Pour cette raison, on veut étudier simultanément toutes les variables. Donc, ici, vous voyez, si j'ai k variables aléatoires qui sont définies sur un même espace échantillon, en fait, premièrement, le support d'un tel vecteur est un sous-ensemble de R exposant K, qu'on le note Rx1, croix x2, croix x1, xk. Le comportement d'un vecteur aléatoire est étudié à l'aide de sa distribution conjointe. En fait, sa distribution ici, ça pourrait être fonction de masse ou fonction de densité dans le cas continu. Notez bien que dans le contexte de ce cours-là, on va faire juste les variables aléatoires discrètes. On prend le cas particulier, le cas où k égale à 2, donc on a juste deux variables aléatoires. Dans ce contexte, le vecteur aléatoire x1, x2 que nous noterons xy peut se présenter sous trois formes possibles. Donc le premier format, ça pourrait être que les deux variables sont discrètes. Et là, on parle de vecteur aléatoire discret. Il y a aussi le format où les deux sont continus, on a un vecteur aléatoire continu, puis on peut aussi avoir une variable qui est discrète et l'autre qui est continue, puis là on parle de vecteur mixte. Donc dans le contexte de ce cours-là, nous nous limiterons au cas des vecteurs aléatoires discrets de dimension 2. Donc on va pas voir ni les continus ni les mixtes, puis on va voir juste dimension 2, juste pour simplification. En fait, c'est quoi la distribution conjointe? Donc, c'est quoi une distribution conjointe? Dans le contexte d'une variable aléatoire discrète, on parle de fonction de masse conjointe. En fait, une fonction de masse conjointe, dans le cas où xy est un vecteur aléatoire discret, la distribution de vecteurs est décrite à l'aide de sa fonction de masse conjointe. Donc, cette fonction de masse conjointe, qu'on a notre petit p, qui a tout couple xy réel, on lui associe Pxy, qui est défini par Pxy, c'est égal à la probabilité que x égale à x et y égale à y. Donc là, ici, si on voit, c'est quoi? Généralement, c'est Pxy, c'est la probabilité que x égale à x et y égale à y. Donc ici, c'est une forme d'intersection. On le note par une virgule, ça sous-entend c'est une intersection, que les deux y arrivent conjointement ou simultanément. C'est pour ça qu'on parle d'une fonction simultanée de distribution simultanée, les deux en même temps. Donc cette fonction, ça ressemble pas mal à la fonction de masse d'une seule variable. C'est presque les mêmes conditions, sauf que là, c'est en dimension. Donc les deux conditions à vérifier, c'est la première que Pxy est supérieur ou égal à 0 pour tout couple qui appartient à Rxy ou des réels même. Et la somme double de Pxy pour tous les x qui appartiennent à Rx et les y qui appartiennent à Ry, c'est égal à 1. On a alors, pour tout sous-ensemble A de R au carré, la probabilité
que x, y appartiennent à l'ensemble A, c'est la somme des masses x, y, donc de p, x, y, pour tous les couples x, y qui appartiennent à l'ensemble A. Donc, vous voyez, généralement, c'est une somme double au lieu d'avoir une seule somme. Ici, ça va être une somme double. C'est une forme matricielle au lieu de vectorielle. Donc, en général, la fonction de masse conjointe Pxy, on la représente dans un tableau rectangulaire, comme l'exemple qui suit. En fait, il faut faire attention que lorsque c'est un support fini, c'est plus facile de le représenter sous un format comme ça. Dans le cas où le support est infini, on ne peut pas représenter un tableau infini, mais on va avoir des formules. Donc là, supposons qu'on voit cette fonction de masse. Donc, est-ce que ça, c'est bel et bien une fonction de masse? La première chose qu'on peut vérifier, est-ce que toutes les valeurs sont positives? Oui. Donc, c'est quoi Rx ici? Rx, si je vois c'est quoi Rx, c'est 0, 1, 2. C'est quoi Ry? C'est égal 1, 2. Les éléments 1, 2. Donc, ici, c'est un vecteur discret. Donc, toutes les masses sont positives. Puis ici, on fait la somme de toutes les masses, donc la somme des y égale à 1 jusqu'à 2, puis des x de 0 jusqu'à 2, de pxy. Donc, on va y avoir normalement ici p01 plus p02, ainsi de suite, plus p2. Donc, si on fait toute cette somme-là, bien sûr, ça fait le 0,24 plus 0,16 plus 0,18 plus 0,22, ainsi de suite, puis on trouve c'est égal à 1. Oui? Donc là, l'idée, si on veut faire la probabilité que x supérieur ou égal à 1 et y inférieur à 2. Donc là, on fait quoi? On va faire la somme double de tous les couples x, y, tels que x supérieur ou égal à 1 et y est inférieur à 2. Donc là, si je vois ici, par exemple, donc je peux voir quels sont ces éléments-là. Donc, j'ai les éléments x supérieurs ou égal à 1, donc ici, et j'ai les y inférieurs à 2, donc ici. Donc, quels sont les éléments? Donc, je les ai ici, là. C'est ça les éléments qui nous intéressent. Donc, vous voyez, c'est ça les éléments qui nous intéressent ici. Donc, j'arrête ça. Donc là, si je veux faire ça, ça va être quoi? Quels sont les éléments tels que x supérieur ou égal à 1 et y inférieur à 2? Donc, ça fait P11 plus P21. Donc, x égale à 1, y égale à 1, et x égale à 2, y égale à 1. Ce sont des éléments qui satisfont à cette condition, et ça fait 0,18 plus 0,12, et ça fait 0,3. Vous voyez, si je dois calculer une probabilité sur une région donnée, il faut déterminer cette région, puis faire la somme double. Donc, si on fait la deuxième question, donc ici c'est la première, excusez-moi. Donc, c'est la première question. La deuxième sous-question, on veut la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. C'est quoi la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1? Ben, il faut juste que le x soit supérieur ou égal à 1. Donc là, on a ces deux éléments. Donc, comment on fait pour ces deux éléments-là? Ben, c'est juste, on va prendre ça ensemble. Donc, quels sont les éléments? Tout ça. On n'a pas de condition sur y, donc on prend tous les éléments de y. Donc ici, il n'y a pas de condition sur y, donc on prend tout. Donc, si on veut faire ça, donc quels sont les éléments? Donc, on a P11, x égale à 1, y égale à 1, plus P1, 2, x égale à 1, y égale à 2, plus P2, 1, x égale à 2, y égale à 1, plus P2, 2. Donc là, c'est ça les éléments que nous avons retracés. Ça fait, ici, c'est égal à 0,18 plus 0,22 plus donc 0,12 plus 0,08. Donc, tout calcul fait, on obtient ici, donc ça fait 0,4 plus 0,2, ça fait 0,6.
Donc, et on trouve la probabilité que x supérieur ou égal à 1. Vous voyez, ça reste toujours, ça ressemble un petit peu juste à un vecteur, ben, juste à une variable, mais il y a deux. Donc, il y a, au lieu d'une seule condition, on peut y avoir deux conditions. Donc là, ce tableau-là, ce qu'on appelle, c'est la fonction de masse conjointe. Donc là, on parle aussi des distributions marginales ou les lois marginales. Les distributions marginales sont les distributions, c'est la fonction de masse que nous avons vue pour une variable, ce que nous avons vu au chapitre précédent. En fait, les distributions marginales, ça permet d'étudier, permettent d'étudier séparément chaque variable aléatoire du vecteur. Donc ici, on a deux variables dans le vecteur. Si je veux étudier x toute seule et y toute seule, j'ai besoin de ce qu'on appelle les distributions marginales. Donc, ces distributions s'obtiennent de la fonction conjointe. Donc, lorsque j'ai comme ici la fonction de masse conjointe, je peux obtenir les deux distributions marginales. Par contre, il faut faire attention, la réciproque n'est pas toujours vraie. Si j'ai les deux distributions marginales, ça veut dire que j'ai la distribution de x toute seule et la distribution de y toute seule, je ne peux pas normalement reconstruire la fonction conjointe. Donc, comment on obtient les distributions marginales à partir de la distribution conjointe? Donc, si on a un vecteur xy discret qui a comme fonction de masse petit p xy, les fonctions de masse marginale de x et de y sont définies par. Donc, si px de x, c'est une distribution, donc elle est définie pour tout x qui appartient à Rx. Donc, si on voit ici, puis on fait pour tout x qui appartient à Rx, qu'est-ce qu'on a? Px de petit x. Donc là, on va écrire de plus en plus les indices pour séparer la masse de x et la masse de y. Puis là, c'est la somme sur toutes les y qui appartiennent à ry. Donc, pour tous les y qui appartiennent à ry, donc de pxy. Et ça, pour tout élément de x. Et c'est la même chose pour tout élément de y, on peut avoir la distribution de y. Si on prend l'exemple précédent, puis on veut déterminer les fonctions de masse marginale. Donc là, vous voyez, on avait ce tableau qui était en noir. On peut ajouter une colonne pour les y, et on peut ajouter ici une ligne pour les x. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi le support de x? On a dit ici 0, 1, 2. Donc, pour x égale à 0, si je veux chercher px de 0, c'est égal à la somme de y égale à 1 à 2, parce qu'on a y1 et 2, de p0y. Donc, je vais faire la somme sur tous les éléments y. Là, ça fait quoi? Ça fait p0, donc p0, 1, plus p de 0, 2. Donc, ce qu'on a ici, 0,24 plus 0,16. Donc, ça fait 0,24 plus 0,16. Et on trouve 0,4 qui est px de 0. Donc, si on veut obtenir px de 1, ben, ça va être, donc si on veut obtenir px de 1, ça va être p1, 1 plus p1, 2. Donc, on fait varier tous les éléments de y et on le trouve 0,18 plus 0,22, c'est égal à 0,4. Et ainsi de suite. On trouve px de 2, c'est égal à 0,2. On trouve py de 1. Donc, si on veut faire py de 1, ici, py de 1, c'est égal à p0,1 pour x égale à 0, plus p11 lorsque x égale à 1, plus p de 1 lorsque x égale à 2. Puis là, p01 c'est égal à 0,24, plus p11 c'est égal à 0,18, plus p de 2,1, ça fait 0,12, et tout calcul fait, ça nous donne 0,54 que nous avons ici pour la masse de y. De la même manière, on peut trouver py de 2 égale 0,46. Donc, vous voyez, on peut, à partir du tableau de distribution conjointe, on peut y obtenir les distributions marginales, en fait, pour x toute seule et y toute seule. Donc, c'est juste pour une petite révision pour le chapitre précédent. Donc, à partir de maintenant, on peut calculer l'espérance de x. Donc, si on veut calculer l'espérance de x, c'est égal à quoi? Ben, on sait, c'est la somme sur toutes les xi qui appartiennent à Rx de xi fois p de x de xi.
Donc, quels sont le Rx ici? C'est 0, 1, 2. Ben, ça fait 0 fois 0.4 plus 1 fois 0.4 plus 2 fois 0.2. Et on obtient, ça c'est ici 0,8. Donc, si on veut calculer l'espérance de Y, on obtient, ça fait 1 fois 0,54 plus 2 fois 0,46. Tout calcul fait, ça fait 1,46. Donc, si on veut calculer c'est quoi la variance de X, donc la variance de X c'est égal, c'est la somme des xi au carré fois px dxi, le tout moins mu x au carré, l'espérance de x au carré. Donc la somme des xi au carré, ben, ça fait 0 au carré fois 0,4, plus 1 au carré fois 0,4, plus 2 au carré fois 0,2, le tout moins l'espérance de x au carré qui est égal à 0,8 au carré. Donc 0, 0,4, 0,4 plus 0,8 ça fait 1,2, moins 0,64 ça fait 0,56. Donc si on veut calculer la variance de y, c'est la même chose, c'est la somme de yi au carré. Bien sûr, ici, c'est pour tous les xi qui appartiennent à x. Hein. Puis ici, c'est pour toutes les yi qui appartiennent à ry, fois py de yi, le tout moins mu y au carré. Donc là, ça fait quoi? J'en ai 1 au carré fois 0,54, plus 2 au carré fois 0,46, le tout moins 1,46 au carré. Donc, tout calcul fait, si on fait ça, ça fait 0,54 plus 4 fois 0,46, le tout moins 1,46 au carré. Donc, on obtient 0,2484. Donc, vous voyez, ici, on a obtenu l'espérance, la variance de x, l'espérance et la variance de y en utilisant les distributions marginales comme nous avons. Donc, on n'est pas arrêté avec les distributions. Il y a d'autres, ce qu'on appelle les distributions aussi conditionnelles. En fait, c'est quoi les distributions conditionnelles? C'est lorsqu'on étudie un certain vecteur aléatoire, on s'intéresse souvent à la distribution de certaines variables lorsque d'autres sont fixées. Supposons que j'ai des variables, si je parle masse et résistance. Donc, généralement, si je fixe la masse, je dis, ben, j'ai une contrainte qui est importante sur la masse. Je dois avoir cette masse-là. Dans ce contexte-là, c'est quoi la distribution de la résistance? Donc, c'est vraiment, je fixe une des variables et je veux savoir c'est quoi l'autre. Dans ce contexte-là, on parle de distribution conditionnelle. Dans le cas de deux variables, dans le cas d'un vecteur à deux variables, il s'agit de la distribution de l'une lorsque l'autre est fixée. Donc, je fixe une variable et je veux savoir c'est quoi la distribution de l'autre. Donc, dans le cas où le vecteur xy est discret, de fonction de masse conjointe pxy. Donc là, c'est comme on a vu tantôt, on a une distribution conjointe pxy. Si x est une valeur telle que px de x est supérieur à 0, on définit la fonction de masse conditionnelle comme suit. Donc là, si je veux déterminer la distribution de y, étant donné x égale à petit x, de petit y. Donc là, c'est une distribution de y. Mais conditionnellement ici à ce que x égale à petit x. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, comment j'obtiens ça? Ben ça, c'est la probabilité par définition que y égale à petit y, étant donné que x égale à petit x. Puis là, c'est la distribution d'un certain événement A, étant donné un certain événement B. Donc, la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de l'intersection, donc la probabilité de A inter B, donc Y égale à Y et X égale à X, comme on a dit, la distribution conjointe, c'est l'intersection sur la probabilité que X égale à X. Puis là, on peut voir ici, là, ça c'est la distribution conjointe sur la distribution marginale. Et ça, c'est défini pour chaque Y de RY.
Donc, pour chaque valeur de y d'RY, je vais obtenir une valeur. Puis là, ça va donner une distribution. La même chose pour les x, vous pouvez le voir là, si on peut faire la même chose pour les x, c'est P de x sachant y égale à y de petit x, puis là c'est la conjointe d'x, y sur la marginale de y. Donc bien sûr, toujours sur la condition. Donc généralement pour chaque variable, pour chaque valeur de x, si je vois ici, c'est sachant x égale à x, pour chacune de ces valeurs-là, petit x, j'ai une distribution de y. Et pour chaque valeur de petit y, j'ai une distribution de x. Vous voyez là, c'est chaque fois j'ai une valeur de x. Donc si j'ai 400 valeurs de x, pour chacune des valeurs, j'ai une distribution. En fait, dans le cas où x, y est discret, c'est le seul cas qui nous intéresse ici, on peut noter, c'est ce que je dis, autant de distributions conditionnelles de x que de valeurs possibles de y. Et qu'il y a autant de distributions conditionnelles de y que de valeurs possibles de x. Donc si on revient au cas à l'exemple qu'on faisait depuis le début de ce chapitre-là, il y a combien de valeurs de y? Donc, quel est le support de y? C'est égal à 1, 2. Donc, il y a combien de distributions conditionnelles de x? Ben, il y a 2 pour chacune de ces valeurs-là. Donc, en fait, si je veux savoir les distributions conditionnelles de x, donc comme ici, là, c'est pour chaque valeur de x, donc x, ça vaut quoi? X, ça prend les valeurs 0, 1 et 2. Et pour chaque valeur de y, j'ai une distribution conditionnelle. Donc, pour y égale à 1, j'ai une distribution conditionnelle. Donc là, c'est px, sachant y égale à 1 de petit x. Et j'ai px, donc ça, c'est la première distribution conditionnelle. La deuxième, c'est px, sachant y égale à 2 de petit x. Donc, vous voyez, pour chacune des variables, des valeurs de y, j'ai une distribution conditionnelle de x. Donc, si je peux voir c'est quoi la première valeur du tableau ici, là, la valeur ici, c'est comment je vais voir, c'est px, c'est quoi cette valeur-là? C'est px sachant y égale à 1 de 0. Donc, si je vois ici la formule que j'ai ici, ça fait quoi? Ça fait p01, c'est pxy, sur py de 1. Vous voyez là, P01 c'est égal à quoi? P01, je la vois ici, c'est égal à 0,24 sur PY de 1, c'est égal à 0,54. Donc ici, j'ai 0,24 sur 0,54. Je peux diviser par 6 des deux côtés, bien sûr. Évidemment, là, je peux simplifier, là, mais c'est pas le plus grand problème. Donc, si je vois la deuxième valeur ici, donc je continue à faire ma distribution. Donc, Px, sachant y égale à 1 de 1, ben, ça va faire P11 sur toujours Py de 1. Puis là, qu'est-ce qu'on obtient? P11, c'est égal à 0,18 sur Py de 1, qui est toujours 0,54. Donc, j'ai ici 0,18 sur 0,54. Donc, si je continue pour la dernière, Px, sachant y égale à 1 de 2, donc ici, j'obtiens P de 1 sur Py de 1. P de 1, ça fait 0,12 sur Py de 1 qui est 0,54. Donc, ça fait 0,12 sur 0,54. Donc, le plus important, ça, c'est une distribution. Donc, si je vais faire la somme de tous les éléments, certainement, je dois obtenir, c'est égal à 1. Donc, vous voyez, c'est une distribution complète qu'on peut obtenir. Donc, si on fait de la même manière, Px, sachant y égale à 2 sur x, j'obtiens quoi? Ben, au numérateur, ça fait P, donc ici 0, 2. P02, ça fait 0,16 sur Py de 2 qui est 0,46. De la même manière, le deuxième ici, ça fait P12 qui est 0,22. Donc 0,22 sur 0,46. Puis le dernier, j'ai 0,08 sur 0,46.
Donc, si on fait la somme, 16,22.08, ça fait 46. Donc là, le total, c'est égal à 1. Et ça, c'est aussi une autre distribution conditionnelle. Donc, chaque ligne ici, ça représente une distribution conditionnelle. Donc maintenant, si je veux les distributions conditionnelles de y étant donné x, donc là, c'est une distribution de y. Quelles sont les valeurs de y disponibles? C'est 1 et 2. J'ai combien de distributions conditionnelles de y? C'est autant de valeurs de x que j'ai. J'ai 3 valeurs de x. Donc, pour chaque valeur de x, on a une distribution conditionnelle. Donc, py, sachant x égale à 0 de petit y. Py, sachant x égale à 1 de petit y. Puis, troisième, c'est py, sachant x égale à 2 de petit y. Donc là, ce sont les 3 distributions conditionnelles. Donc, si on voit c'est quoi py, si je vois ici py, sachant x égale à 0 de 1, la première valeur, ben, ça fait P01 sur Px de 0. Donc P01, ça fait 0,24. Px de 0, c'est égal à 0,4. Donc ça fait 0,24 sur 0,4. Donc si on voit la deuxième, ça fait quoi? Ça fait P02. Donc P02 ici 0,16 sur Px de 0 qui est égal à 0,4. Si je fais la somme des deux, j'obtiens 1. Donc, vous voyez toujours, c'est une fonction de distribution, donc c'est une fonction de masse entièrement, elle est conditionnelle. Donc, lorsque x égale à 1, on a quoi? On a ici P11. Donc, P11, c'est égal à 0,18 sur Px de 1, qui est 0,4. Donc, si on voit Py, sachant x égale à 1 de 2, ça fait quoi? Ça fait P12. P12, c'est égal, c'est ici, c'est 0,22. Sur Px de 1, qui est toujours 0,4. Et la somme, c'est 1. La dernière, on a ici P de 1. Px égale à 2, y égale à 1, ça fait 0,12. Sur Px de 2, qui est 0,2. La dernière, P de 2, c'est x égale 2, y égale à 2, c'est égal à 0,08 sur Px de 2 qui est 0,2, puis la somme, ça va faire 1, donc on a 3 distributions. Donc toutes les distributions, on a 5 distributions conditionnelles, donc 2 distributions conditionnelles de x puisqu'il y a 2 valeurs de y, et 3 distributions conditionnelles de y puisqu'on a 3 valeurs de x. Donc, vous voyez, c'est ça, les distributions conditionnelles. Donc, les distributions conditionnelles, ben, ça engendre des espérances conditionnelles. Donc, chacune de ces fonctions-là, c'est une fonction de masse, donc c'est une variable conditionnelle. Donc, on peut obtenir ainsi les distributions conditionnelles. Donc, je vais faire ici juste un petit split du tableau pour juste voir au début, là, si je veux faire ici, c'est quoi l'espérance de x lorsque y égale à 1. Donc là, si y égale à 1, c'est quoi l'espérance de x? Par exemple, ici, l'espérance de x, sachant que y égale à 1. Donc, ce qui est cette distribution-là. Donc, si je vois ici, c'est la somme de tous les x fois px, sachant y égale à 1 de petit x, et ça pour tous les x qui appartiennent à Rx. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0 fois Px, sachant y égale à 1 de 0, plus 1 fois Px, sachant y égale à 1 de 1, plus 2 fois Px, sachant y égale à 1 de 2. Vous voyez? Là, ça fait 0 fois 0,24 sur 0,54, plus 1 fois 0,18 sur 0,54, plus 2 fois 0,12 sur 0,54. Puis là, tout calcul fait, ça fait ici 0,42
sur 0.54. Notez bien qu'au début, on a calculé l'espérance de x et on a trouvé l'espérance de x est égale à 0,8. Est-ce que ça, c'est égal à 0,8? Donc, si on fait une petite simplification de ceci, on obtient combien? Si on divise par 0,6, je vais obtenir un 7 neuvième. Est-ce que 7 neuvième, c'est égal à 0,8? Non, c'est pas égal à 0,8. Donc, si on fait 7 sur 9, bien sûr, on obtient, c'est égal à 0,77, donc qui est pas égal à 0,8. Donc, vous voyez, c'est que l'espérance de x, quel que soit, ben, ça va faire 0,8, mais si on va les séparer par y égale à 1 et y égale à 2, on va trouver des distributions qui sont un petit peu différentes. Donc, vous voyez, c'est comme on peut étudier pour chacun des y, c'est quoi l'espérance de x. Donc, si je veux calculer c'est quoi l'espérance de x, sachant y égale à 2, donc l'espérance de x, sachant y égale à 2, c'est égal, donc ici, on peut faire de la même manière, donc c'est la somme sur tous les x, donc fois px, sachant y égale à 2 de petit x, et ça pour toutes les valeurs de x qui appartiennent à Rx. Donc là, si je continue avec ça, donc ici, je peux faire tout le calcul. Donc, c'est quoi les valeurs de x sachant y égale à 2? Donc, j'ai 0 fois, donc ici, on a 0.16 sur 0.46, plus 1 fois 0.22 sur 0.46, plus 2 fois 0.08 sur 0.46. Donc, avec ça, tout calcul fait, si on fait tout le calcul, on obtient directement, ça fait ici 0.38 sur 0.46. Donc, on a ici 0.38 sur 0.46. Donc, si on fait 0.38 sur 0.46, on obtient que c'est environ 0,826. C'est environ 0,826. Donc, vous voyez, ce qui arrive, c'est que l'espérance de x est égale à 0,8, mais lorsque y égale à 1, l'espérance de x devient 0, ça devient 7 neuvième, puis lorsque y égale à 2, ça devient 0,38 sur 0,46. Donc, vous voyez, ici, on peut voir quel est l'effet de y sur l'espérance de x. On peut faire de la même manière pour trouver l'espérance de y. Donc, on l'a ici, donc la distribution, les distributions conditionnelles. Donc, si on veut déterminer l'espérance de y, sachant x égale à 0, ben, c'est la somme sur toutes les y de y fois py, sachant x égale à 0 de petit y. Donc, ça fait 1 fois 0.24 sur 0.4, plus 2 fois 0.16 sur 0.4. Tout fait ici, ça fait 1.56 sur 0.4. Donc, si on fait ce calcul-là, 0.56 sur 0.4, on obtient c'est égal à 1,4. Et on a trouvé l'espérance de y, c'est égal à 1,46. Vous voyez, c'est que ici, c'est lorsque x égale à 0, ça réduit la moyenne de y. C'est ça ce qu'on peut voir. Donc, si on veut voir l'espérance de y sachant x égale à 1, donc l'espérance de y sachant x. Donc là, c'est ça. Donc, sachant x égale à 1, ça va faire quoi? Ben, c'est la somme. Donc, ça fait 1 fois 0.18 sur 0.4 plus 2 fois 0.22 sur 0.4. Donc là, en faisant ça, on obtient c'est égal à 0,62 sur 0,4. Donc là, ça fait combien? Si on fait ça, donc on obtient 1,55. Donc vous voyez ici, ça a été 1,46. Donc lorsque x égale 1, y en moyenne va augmenter. Donc, vous comprenez c'est quoi l'effet, c'est qu'on veut voir pour chacune des valeurs de x, c'est quoi l'effet sur la moyenne de y, c'est ça l'objectif de ça. Donc, si on revient de la même manière, puis on fait l'espérance de y, sachant x égale à 2,
Donc, ça fait 0,1 fois 0,12 sur 0,2 plus 2 fois, donc 0,08 sur 0,2. Puis là, on obtient ici 0,28 sur 0,2. Puis là, c'est égal à 1,4. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsque x égale à 0 ou x égale à 2, l'espérance de y est la même. Donc, lorsque x égale à 0 ou x égale à 2, l'espérance de y, c'est 1,4. Par contre, lorsque x égale à 1, l'espérance de y, c'est égal à 1, ce qu'on a trouvé ici, 55. Donc, vous voyez, c'est quoi l'effet? Lorsque x égale à 1, l'espérance de y est plus élevée. Donc, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de l'application. Vous voyez, c'est très important des fois de passer à travers ces distributions conditionnelles qui vont améliorer, qui vont nous permettre en fait quand est-ce que on peut améliorer, on peut augmenter l'espérance de y ou quand est-ce qu'on peut la diminuer. Donc, ça, on a déterminé l'espérance de x sachant y et l'espérance de y sachant x. En fait, on peut remarquer que l'espérance de y sachant x égale à x dépend de la valeur de x. Bien sûr, parce que pour chaque valeur de x, il y a une distribution de y. Par conséquent, l'espérance de y sachant x, c'est une variable de la variable aléatoire x. Et on a dit au chapitre précédent que toute variable d'une variable aléatoire, toute fonction d'une variable aléatoire, c'est une variable aléatoire. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'espérance de y sachant x est une variable aléatoire. Et l'espérance de x sachant y est une variable aléatoire. Le résultat qui est intéressant, c'est que l'espérance de cette variable aléatoire, cette nouvelle, c'est égal à l'espérance de y. Donc là, si on veut voir ça, donc là, si on revient à cette variable-là, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'espérance de y sachant x. Donc, c'est quoi pour chacune des valeurs de x? Donc, c'est quoi l'espérance de y sachant x égale à x? Donc, cette valeur-là, ça modifie. Donc, on a 1,4, 1,55 et on a ici 1,4. Ce sont les trois valeurs qu'on obtient pour cette espérance-là. Mais cette espérance-là, c'est quoi la probabilité donc d'obtenir ça? C'est les probabilités que x égale à x. Donc, c'est quoi la probabilité qu'on obtient 1,4? Ben, c'est la probabilité que x soit égal à 0, qui est ici 0,4. C'est quoi la probabilité que l'espérance de y sachant x égale à l'espérance de y sachant x égale à 1,55, ça revient au même que lorsque x égale à 1, c'est égal à 0,4, puis là, c'est 0,2. Donc, si je veux calculer l'espérance de y sachant x, qu'est-ce que je fais? Ça fait 1,4 fois 0,4 plus 1,55 fois 0,4 plus 1,4 fois 0,2. Si on fait le calcul, donc ça fait 1,4 fois 0,4 plus 1,55 fois 0,4 plus 1,4 fois 0,2, on obtient exactement la valeur qui est ici, qu'on a trouvé dès le début, qui est 1,46. Donc, c'est ça l'idée, donc c'est de trouver ces valeurs-là, donc on peut les trouver directement. Donc, et ça, c'est égal à 1,46, qui est égal à l'espérance de y que nous avons trouvé dès le début. Donc, vous voyez, c'est que ici, cette valeur-là, des fois, là, c'est pas un cas concret que je donne ici, mais dans certains contextes, c'est plus facile. C'est plus facile de trouver les valeurs des espérances de y sachant x, parce que on n'a pas la distribution de y tout court. Dans certains cas, on a juste les distributions de y conditionnelles. Il y a beaucoup de contextes en ingénierie qui sont comme ça. Donc, je sais pour chaque valeur de x, je peux savoir c'est quoi la distribution de y, mais il est très difficile d'avoir la distribution de y. Ça devient des fois des fonctions assez compliquées, donc qui sont pas évidentes à trouver, donc des fonctions des fois pas bien définies. C'est plus facile de passer par ça
que de passer par directement l'espérance de Y. En fait, un petit mot, les graphes de J de X, en fait, c'est l'espérance des Y, sachant X égale à X. Ça constitue ce qu'on appelle la courbe de régression des Y en fonction de X. Puis le graphe de la fonction h de Y, l'espérance de X sachant Y, ça constitue la courbe de régression de X en fonction de Y. Ces courbes sont utiles surtout lorsque les deux variables sont continues, ce qu'on veut voir au chapitre 12 plus tard vers la fin de la session. Donc, le chapitre 12, vers la fin de la session, on va parler de ces fonctions-là, bien sûr, lorsque les variables sont continues. Donc, on y arrive au concept d'événements indépendants. Donc, ici, X et Y, c'est un vecteur aléatoire. Donc, on sait, lorsqu'on a vu au premier chapitre, on a vu si j'ai deux événements A et B, je peux dire que ces événements sont indépendants ou pas. Dans le contexte de variables, c'est ce concept d'indépendance, ça se transpose directement. Et en fait, ça devient de plus en plus important. Parce qu'il est très intéressant lorsque j'analyse un vecteur aléatoire, c'est de voir est-ce que ces variables, est-ce que l'une dépend de l'autre ou pas. Parce que si les deux variables n'ont pas de dépendance, c'est tout ce que je peux faire, j'analyse chacune des variables toute seule. Par contre, lorsque j'ai une variable, ou j'ai un vecteur où les variables sont dépendantes, ils ont une dépendance, je peux pas les étudier l'une indépendamment de l'autre, parce qu'il y a une forte dépendance ou il y a une certaine dépendance que je dois extraire. Mais quand est-ce qu'on dit que ce vecteur-là est formé de deux variables sont indépendantes? En fait, c'est le même concept. Donc, lorsqu'on a deux variables aléatoires discrètes x, y, deux fonctions de masse conjointe p, x, y, ces deux variables sont dites indépendantes si et seulement si. Donc, c'est une condition suffisante et nécessaire. Comme on a vu, en fait, la même chose pour le concept d'événement, c'est que la fonction de masse conjointe, c'est égal au produit des deux marginales. Donc, si x et y sont indépendantes, ou x et y sont indépendantes, si, c'est la même chose. Donc, c'est si et seulement si. La probabilité, c'est la masse conjointe, c'est égal au produit des masses marginales. Et ça pour tout x, y du support. Donc, si on revient à l'exemple précédent qu'on a vu, est-ce que x et y sont indépendants? Si x et y sont indépendants, il faut que ça satisfait la masse conjointe égale le produit des deux marginales, et ça soit satisfait pour tous les couples. Si on commence par le premier, donc si je commence par le premier, P01, c'est égal à 0,24. Est-ce que ça, c'est égal à Px de 0 fois Py de 1? Donc, Px de 0, c'est égal à quoi? Donc, est-ce que 0,24 c'est égal? Px de 0, c'est égal à 0,4 fois 0,54. Est-ce que 0,24 c'est égal à 0,4 fois 0,54? Donc, 0,4 fois 0,54, on le calcule, on trouve c'est égal à 0,216. Donc, ici, 0,216. Donc, 0,24 n'est pas égal à 0,216. Donc, x et y ne sont pas indépendantes. Donc, x et y, les variables x et y, ne sont pas indépendantes. Ne sont pas indépendantes. Donc, elles sont dépendantes. Voilà, c'est x et y ne sont pas indépendantes. En fait, on a vu quelques indices depuis tout à l'heure. Lorsqu'on a calculé les espérances conditionnelles, on a vu que c'est lorsque je change y, l'espérance de x change. Ou inversement, lorsque je change x, l'espérance de y change. Et ça, c'est dû à l'indépendance. Mais l'indépendance est beaucoup plus large que ça. Même si j'ai trouvé les mêmes espérances, ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants. Mais là, la seule façon, c'est celle-là. Ça, c'est la condition qui est nécessaire et suffisante pour faire ça. Donc, au début, lorsqu'on a parlé de marginal, on a dit que donc les distributions marginales, on peut les obtenir à partir de la distribution conjointe. Toutefois, l'inverse, c'est pas toujours vrai. En fait, on peut pas toujours reconstituer la distribution conjointe à partir des marginales.
Mais par contre, c'est l'exemple où les variables sont indépendantes. Dans ce cas-ci, on peut les reconstituer parce que c'est la conjointe, c'est égal le produit des marginales et on peut reconstituer ça. Donc, lorsque on analyse des vecteurs discrets, donc on parle aussi d'autres caractéristiques. Donc, on a vu les moments dans le contexte de variables aléatoires, comme on a vu la moyenne, la variance, mais on parle ici de la covariance et corrélation. C'est quoi la covariance et les corrélations? C'est des caractéristiques qui nous permettent de mesurer le degré d'association linéaire entre les deux variables. L'association linéaire, c'est un point toujours qu'on veut étudier. Pourquoi? Parce que lorsque je vois deux variables, si je veux voir l'association linéaire, c'est que je dis, lorsque x croît, c'est quoi le comportement approximatif? Linéairement, c'est quoi le comportement de y? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je peux dire que lorsque x croît, y croît? Ou lorsque x croît, y décroît? Et là, ça me donne ce que c'est l'association linéaire entre les deux variables. Mais généralement, ça nous intéresse beaucoup cet effet-là. Est-ce que quand j'augmente la masse, est-ce que ma résistance augmente ou pas? Ou est-ce que je réduis la masse, est-ce que je vais réduire ma résistance? Donc, c'est très important de voir toujours cette association linéaire. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est le premier terme, c'est la covariance de xy. En fait, c'est quoi la covariance de xy? C'est l'espérance de x moins e de x. Donc, ça, je peux l'écrire x moins mu fois y moins mu y. Donc, ça, c'est mu x, puis ça, c'est mu y. Puis, on peut dire, c'est ça la covariance de xy. Qui pourrait être simplifiée par l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Notons bien que si on veut déterminer la covariance de x, c'est égal l'espérance de x fois x, c'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x fois l'espérance de x, donc l'espérance de x au carré, puis ça, c'est égal à la variance de x. Donc, vous voyez là, c'est la covariance entre x et x, c'est la variance de x. Donc, c'est ça l'idée entre les deux. Donc, ce qui est intéressant ici, lorsqu'on calcule la covariance, si je le vois du point de vue physiquement, ça a l'air de quoi? C'est comme je calcule le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, si je vois du point de vue algébrique, si j'ai deux vecteurs, je parle vecteur scalaire. Donc, si je fais le produit scalaire de deux vecteurs, je vais obtenir le degré d'association linéaire. Sauf que le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un résultat réel d'au moins l'infini à plus l'infini. Donc, ce qui est important, c'est juste pour faire un petit exemple, supposons que j'ai deux petits vecteurs comme ça, puis j'ai deux autres vecteurs qui sont comme ça. Si je fais le produit scalaire de ces vecteurs rouges-là, puis le produit scalaire des vecteurs verts, techniquement, je vais obtenir le produit scalaire ici, donc, et plus, donc si je vois ici les verts vont avoir un produit scalaire plus important. Pourquoi? Parce que, en fait, la mesure ou la longueur de chacun de ces vecteurs-là intervient. Est-ce que cela veut dire que l'association linéaire entre les deux vecteurs verts est meilleure que celle des rouges, pourtant que les rouges sont parfaitement, ou presque parfaitement collinaires? Non. Mais là, ce qu'on a, c'est que on compare des valeurs qui sont dans des dimensions différentes. Donc, dans le contexte de l'algèbre, ce qu'on a fait, c'est que on normalise. Lorsque je veux voir, c'est la distance, en fait, ou l'angle entre deux vecteurs, c'est que ce qu'on utilise, c'est le cosinus de l'angle θ, qui est donné par un cosinus d'un angle. C'est donné par quoi? C'est donné par le produit scalaire, donc x produit scalaire y sur la norme de x fois la norme de y. Donc, on divise par la distance du vecteur pour normaliser. C'est la même chose qui arrive ici. Dans le contexte de variables aléatoires, on peut normaliser. Donc, on normalise pour obtenir des valeurs comparables. Donc là, c'est quoi la distance d'un vecteur? Techniquement, c'est son écart type. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ρ, c'est égal la covariance de x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a ici directement.
Donc, c'est quoi ρ? Ben, écoutez, ρ, c'est une valeur normalisée. Donc, elle devrait être toujours entre -1 et 1. Donc, lorsque les deux variables sont indépendantes, ils n'ont aucun lien, alors ρ égale à 0 et la covariance égale 0. Notez bien que sigma ne peut pas être égal à 0. Sigma égale à 0, ça veut dire que ça varie pas, c'est pas une variable. Donc là, sigma, c'est toujours non nul et toujours positif. Donc, si je trouve ρ égale à 0, donc covariance égale à 0 par défaut. Donc, si elles sont indépendantes, ça veut dire qu'ils n'ont aucun lien, incluant les liens linéaires. Par contre, si je trouve ρ égale à 0, ce qui revient à la covariance égale à 0, ça n'implique pas que les variables x et y sont indépendantes. Donc, dans ce cas, on parle de variables aléatoires non corrélées. En fait, et lorsque x et y sont liés par une relation linéaire pure, donc lorsqu'on dit que y est égal à x plus b, donc là, ce sont deux vecteurs parfaitement collinéaires. Dans ce cas, ρ égale à -1 si a est négatif, et ρ égale à 1 si a est positif. Donc, vous voyez, ça me donne, c'est lorsque ρ égale à 0, ça veut dire je peux rien dire. Lorsque x augmente, est-ce que y va augmenter ou va diminuer? Va croître ou décroître, j'ai aucune idée. Par contre, lorsque ρ égale à -1, je sais que lorsque x croît, y décroît, parce qu'ici, la fonction a est négative. Puis lorsque ρ égale à 1, je sais que lorsque x croît, y croît, parce qu'ici a est positif. Donc, en fait, pour calculer la covariance, ben, on a besoin de calculer l'espérance de x fois y, mais en général, si j'ai une fonction de deux variables, l'espérance de hxy, ben, c'est la somme double de hxy fois pxy. Donc, par exemple, si je vais calculer ρ dans l'exemple précédent, le même exemple toujours, donc on a ρ, c'est égal à la covariance de xy sur sigma x fois sigma y. Donc, c'est quoi la covariance de xy? Donc, la covariance. Donc, si je vois ici la covariance de xy, on a dit c'est égal à l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc, on a calculé précédemment l'espérance de x et l'espérance de y. Ce qui nous reste à calculer, c'est l'espérance de x fois y. Donc, si j'utilise la formule que nous avons, l'espérance de x fois y, ça va être la somme double. Donc, dxi fois yi fois pxi yi. Bien sûr, pour tous les xi qui appartiennent à rx et toutes les yi qui appartiennent à ry. Vous voyez? Donc là, ça va être quoi? Ça va être 0 fois 1 fois 0,24 plus 0 fois 2 fois 0,16 plus 1 fois 1 fois 0,18 plus 1 fois 2 fois 0,22 plus 2 fois 1 fois 0,12 plus 2 fois 2 fois 0,08. Donc, cette première ligne, c'est toute nulle. Donc, si on fait tout le calcul, j'ai ici 4,62, puis 0,62 plus 0,24, ma calculatrice, fois 0,24 plus 0,24, excusez-moi, c'est 0,62 plus 0,24 plus 0,08 fois 4, ça fait 0,32. Puis tout ça, c'est égal à 1,18. Donc ça, c'est égal à 1,18. Donc si on veut calculer la covariance de x, y, ça fait 1,18 moins l'espérance de x qui est 0,8 fois l'espérance de y, c'est égal à 1,46. Donc si on fait tout le calcul, donc 1,18 moins, donc là 1,18 moins 0,8 fois 1,46, on obtient ça, c'est égal à 0,012. 0,12, excusez-moi, j'ai pas d'autre. Donc là, on a trouvé covariance de xy. Donc là, si on veut calculer ρ, donc ρ c'est égal à la covariance de xy 0,012 sur l'écart type de x et l'écart type de y. Donc on a trouvé
la variance de x c'est égal à 0,56. On a trouvé la variance de y c'est égal à 0,2484. C'est ça ce qu'on a trouvé au début de ce chapitre. Donc si on fait ça, on fait sur la racine carrée. Donc là de 0,56 fois 0,2484. Et on trouve tout calcul fait, c'est égal à 0,032. Ben, il y a encore d'autres thèmes là, mais c'est assez comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rôle-là? Donc, c'est égal à 0,03. C'est égal comme 3%. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire qu'il y a une corrélation qui est faible, c'est de l'ordre de 3% positive. Donc, X et Y ont une corrélation positive qui est faible. Même très faible, c'est de l'ordre de 3%. Oui, lorsque Y croît, mais le taux de croissance est très faible, c'est de l'ordre de 3% qui va l'affecter pour croître. Donc, grosso modo, c'est ça les corrélations. Donc, il nous reste une dernière partie pour finir ce chapitre-là. Donc, c'est les combinaisons linéaires de variables aléatoires. Donc, en fait, on s'intéresse souvent en pratique à des fonctions de plusieurs variables aléatoires. Tout comme dans le cas qu'on a vu au chapitre précédent, on a vu la fonction d'une variable aléatoire, on peut avoir la fonction de plusieurs variables. En fait, tout comme ça, c'est si x1, x2, xn sont des variables aléatoires et h, x1, x2, xn est une fonction réelle de n arguments, alors y, qui est la fonction des n variables aléatoires, c'est une variable aléatoire. En fait, toute fonction de variable aléatoire est aussi une variable aléatoire. Donc, si comme par exemple, si on fait circuler un courant d'une intensité aléatoire x1 dans un appareil ayant une résistance aléatoire x2, il en résulte alors une puissance y égale x1 au carré fois x2. Donc, x1 c'est une variable aléatoire, x2 c'est une variable aléatoire, donc y c'est aussi une variable aléatoire. Dans le cadre de ce cours-là, on s'intéresse principalement à l'espérance et la variance des fonctions de la forme linéaire. Donc, on s'intéresse même pas à la distribution. C'est pas l'objectif, c'est pas si évident généralement. Mais on s'intéresse juste à l'espérance et la variance et on s'intéresse justement pour les fonctions linéaires. Ça veut dire lorsque y égale a0 plus 1 x1 plus a2 x2 plus an xn. En fait, bien sûr, où les ai pour i égale 0, 1 jusqu'à n sont des constantes et les xi sont des variables aléatoires. Dans ce contexte-là, donc, un théorème, si x1, x2, xn, c'est des variables aléatoires et a0, a1, a n sont des constantes réelles, et soit la variable aléatoire y définie par y égale a0 plus 1 x1 plus a2 x2 plus an xn. Alors, l'espérance de y, c'est égal à a0 plus 1 fois l'espérance de x1 plus a2 fois l'espérance de x2 fois n fois l'espérance de xn. Donc, l'espérance, c'est un opérateur linéaire, on fait ça comme ça. Par contre, la variance, c'est pas un opérateur linéaire, c'est un produit croisé. Ben, c'est un produit au carré, en fait, ici. Donc, généralement, lorsqu'on a des variables comme ça, il y a quelque chose qui est très important. On va revenir là-dessus peut-être après, mais c'est quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle la matrice sigma. Ça, c'est la matrice qu'on appelle la matrice des covariances. Donc, la matrice des variances-covariances. C'est écrit mal, ma tablette, je sais pas ce qui arrive, mais ça a l'air de plus en plus, ça fait ça. Donc, ici, ça a l'air quoi, cette matrice-là? Donc, cette matrice-là, ça fait que j'ai les variables. Donc, là, j'ai ici A1, X1. Je vais supposer le cas où les AI sont égales à 1, juste pour simplifier, pour voir ça a l'air de quoi. J'ai les variables X1, X2 jusqu'à Xn. De la même manière, donc c'est une matrice X1, X2, X3 jusqu'à Xn. Cette matrice-là, donc ça c'est la matrice sigma. Ça a l'air de quoi cette matrice-là? Ça va nous donner ici la variance de X1, la covariance de X1, X2, et ainsi de suite jusqu'à ici, je vais dire ici sigma AN, où sigma IJ, c'est égal à la covariance
de xi, xj. Donc, si j'utilise la notation que sigma ij, c'est la covariance, donc là, c'est la covariance de xi, xj, je peux y avoir, c'est comme ici, ça va être la diagonale, c'est les sigma i au carré, c'est les variances au carré, puis partout, c'est les sigma ij, en fait, sigma n1, n2, ainsi de suite, donc ici, sigma n2. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Ça s'appelle la matrice de variance-covariance. Cette matrice, ça nous donne les variances de chaque élément et la covariance de chaque autre. Bien sûr, il faut faire attention, il faut savoir que sigma ij, c'est égal sigma ji. Donc la covariance entre j et i ou la covariance entre i et j, c'est la même chose. Si on voit ça, donc cette matrice, elle est une matrice symétrique. Donc en fait, si j'ajoute des AI, là, je peux multiplier fois AI, AJ. Donc là, si je veux faire ça, la variance de Y, en fait, c'est égal à quoi? Dans un contexte comme ça, on sait que les constantes ne varient pas. Donc, on peut dire c'est la somme double. Moi, si je le représente comme ça, de I égale à 1 jusqu'à N et de J égale à 1 jusqu'à N, de AI fois AJ fois covariance de XI, XJ. Donc ça, c'est la forme générale. Donc en fait, on va faire la somme de tous les éléments de cette matrice-là. Bien sûr, en multipliant fois les termes AI fois AJ. Donc, quand je vois, premièrement, cette matrice-là, je peux voir que toute la diagonale, c'est les variances. Donc, si j'élimine la ligne diagonale, donc ici, là, ce que j'ai fait pour la ligne diagonale, les lignes ou les i différentes j. Donc, pour les diagonales, ça va être les AI au carré fois la variance des xi, parce que là, c'est les variances. Et hors diagonale, c'est les AI fois AJ fois la covariance. Donc, c'est juste, ça reste la diagonale, la covariance des xi, c'est la variance des xi. Donc, ça s'implique. Mais aussi, on peut y aller plus loin que ça. Plus loin même que la facture qui est là, que la formule qui est là. Cette formule, en fait, pour la variance de Y, là, si je fais ça, la variance de Y, donc on sait que c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N des AI au carré fois la variance de XI. Mais ici, on voit que cette somme-là, si on voit ici cette matrice-là, c'est une matrice qui est symétrique. Donc, le triangle qui est en haut et le triangle qui est en bas sont les mêmes. Lorsqu'on a beaucoup de variables, faire le calcul deux fois, c'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut prendre juste ce qui est en haut, ce qui est en bas, le triangle en haut, le triangle en bas, puis là, on va faire la somme des i qui sont inférieurs à j, de AI fois AJ fois covariance de XI, XJ. C'est la même chose, donc c'est pas une formule différente, c'est la même chose, mais ici c'est inférieur ou différent. Pourquoi je les calcule deux fois? Ben, je les calcule une seule fois, je calcule le triangle qui est en haut. Par exemple, le triangle en haut de la matrice, si je multiplie par deux, pourquoi je fais le même calcul? Quelque chose aussi qui est intéressante, c'est que la covariance de XI fois XJ, la covariance de, si les variables sont non corrélées, si on a la covariance de XI, XJ, c'est égal à 0. Donc, tous ces termes-là pourraient être nuls. Si les variables sont indépendantes, c'est que la variance de la somme, c'est la somme des variances. Il n'y a pas de terme de covariance. Donc, on le voit clairement ici, la variance de Y, ça devient juste ça. Pourquoi? Parce que tous ces termes-là sont nuls. Les termes ici sont tous nuls. Donc, ça va rester juste le terme de la variance. Donc, avec ça, on a fini la matière de ce chapitre-là. Mais c'est juste pour faire un exemple très simple. Si j'ai y égale, je sais pas, 2 plus 3x1 moins 4x2. C'est quoi la variance de y? Ben, la variance de y, là, le 2, ça disparaît. Mais là, j'ai 3 au carré fois la variance de x1, plus moins 4 au carré fois la variance de x2. Faites attention, c'est pas moins. La formule qu'on a, c'est toutes des plus. Donc, si on a un moins, ça veut dire le terme AI, il est négatif. Donc, plus moins 4 au carré fois la variance de x2, plus 2 fois, parce que ici, j'ai juste deux variables, c'est plus 2 fois 3 fois moins 4 fois covariance de x1 et x2.
Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on résout ce problème-là. Ce qui revient au même, là, je peux faire la même chose, c'est 3 au carré fois la variance de x1. Si j'ai pas calculé, si j'ai pas considéré juste le supérieur, puis là, je vais dire plus 3 fois moins 4 fois covariance x1, x2, plus moins 4 fois 3 fois covariance de x2, x1. Or, covariance x1, x2 et covariance de x2, x1, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'on fait le 2 fois. Vous voyez, c'est juste pour voir comment on fait ça. Faites attention pour les signes négatifs ici, pour les soustractions, parce qu'il n'y a pas de soustraction. La formule, c'est juste des additions. Donc, s'il y a une soustraction, ça veut dire que la constante est négative. Donc, juste faites attention à ça. On fait quelques petits exemples. Donc, un assemblage consiste à superposer deux pièces d'équipement A et B. Donc, les pièces de type A. Donc, ici, on s'intéresse XA. C'est toujours très important de définir les variables. C'est le poids des pièces A, le poids d'une pièce A, Puis XB, c'est le poids d'une pièce B. Donc, si j'utilise ça, donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On a dit l'espérance de XA, c'est égal à 10. Et l'écart type de XA, que je vais nommer par sigma A, c'est égal à 0,01 kg. L'espérance de XB, c'est égal à 15 kg. Sigma B, qui est l'écart type de XB, c'est égal à 0,05 kg. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On dit que A et B sont indépendants. Donc, XA et XB sont indépendantes. Donc, ce sont des variables aléatoires indépendantes. Qu'est-ce qu'on veut? Calculer la moyenne et l'écart type du poids total. Donc, si ici, là, j'ai une nouvelle variable, il faut toujours définir les variables. Donc, XT, c'est le poids total d'un assemblage. Le poids total d'un assemblage. Donc, c'est quoi le poids total? Donc, c'est égal à XA plus XB. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut la moyenne et l'écart type. Donc, c'est quoi l'espérance de XT? Bien sûr, c'est la somme des moyennes. Ça fait l'espérance de XA plus l'espérance de XB. C'est égal à 25 kg. Donc là, si je veux calculer la variance de XT, pour calculer l'écart type, il faut passer par la variance, c'est égal à la variance de XA plus la variance de XB plus 2 fois 1 fois 1 fois la covariance de XA, XB. Or, la covariance de XA, XB, c'est égal à 0, car indépendante. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La variance de XT, c'est égal. La variance de XA, qui est 0,01 au carré, plus la variance de XB, qui est 0,05 au carré. Puis ça, c'est égal à 1 fois 10 à la moins 2, 5 fois 10 à la moins 2. Ça fait 26 fois 10 à la moins 4 des kilogrammes au carré. Donc, c'est quoi sigma t? Si on veut sigma t, l'écart type de la différence, c'est la racine carrée de 26 fois 10 à la moins 4. Donc, on peut dire c'est racine de 26 fois 10 à la moins 2. Donc, si on cherche en petit 2 la différence entre A et B, donc si ici je définis la variable xd, c'est le poids de la différence, ou la différence du poids. Donc, xd, c'est égal à xa moins xb, par exemple. Donc là, c'est quoi l'espérance de xd? Donc, l'espérance de xd, ça va être l'espérance de xa moins l'espérance de xb. Donc, c'est égal à 10 moins 15, c'est égal à moins 5 au
kilogrammes. Vous voyez, c'est ça. Si je prends la variance de XD, c'est égal à la variance de XA, plus moins 1 au carré. Faites toujours attention, il n'y a jamais de moins. S'il y a un moins, ça veut dire que le coefficient est négatif, fois la variance de XB, plus 2 fois 1 fois moins 1 fois la covariance de XA, XB, qui est nulle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va obtenir la même chose. Donc, c'est 26 fois 10 à la moins 4. Donc, on trouve ainsi sigma d, c'est égal, donc l'écart type de la différence, c'est égal racine de 26 fois 10 exposant moins 2 kg. Donc, vous voyez, l'écart type, c'est le même pour la somme et pour la différence. Si on fait un autre exemple, donc supposons ici qu'on lance 2 fois une pièce de monnaie, soit x le nombre total de faces obtenues lors des deux lancers, et y le nombre total de faces obtenues lors du premier lancer. Donc c'est quoi le support de x ici? Donc x c'est le nombre total de faces obtenues lors des deux lancers, ben, on peut obtenir 0, on peut obtenir 1, on peut obtenir 2. C'est quoi le support de y? Ben, on peut obtenir 0 ou 1, c'est le nombre de faces obtenues lors du premier lancer. En fait, lorsqu'on lance les deux, c'est quoi notre espace échantillon? Notre espace échantillon, ça peut être pile-pile, pile-face, face-pile, puis face-face. C'est ça notre espace échantillon. Donc là, si il nous demande ici la fonction de masse conjointe, donc là, on va faire des variables x, y. X, ça peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Y, ça prend les valeurs 0 ou 1. Puis là, ici, on veut calculer. C'est quoi la probabilité que x égale à 0 et y égale à 0? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a obtenu 0 face lors des deux lancers, donc x égale à 0, et 0 face au premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a obtenu pile-pile. C'est le seul résultat. Donc ici, c'est égal à un quart, parce que c'est ça la probabilité d'obtenir pile-pile. Donc si j'ai la probabilité de 1-0, ça veut dire quoi? Ça veut dire au premier lancer, j'ai pas obtenu face, mais aux deux lancers ensemble, j'ai obtenu une face. Puis là, c'est quoi l'élément qui fait ça? C'est P1. Donc ici, ça veut dire le premier est pile, parce que j'ai eu 0 au premier, mais j'ai eu 1 au 2. Donc c'est pile face, puis là, ça c'est une probabilité de 1 quart. Donc si je continue, c'est quoi la probabilité que j'ai obtenu deux faces ou deux lancers, mais 0 au premier? Ben, c'est impossible. Si j'ai obtenu 0 au premier, je ne peux pas obtenir 2 au total. Donc là, ça, c'est 0. Donc là, si on continue avec ça, c'est quoi la probabilité qu'au premier, j'ai obtenu une face et au deux, j'ai obtenu 0? Ben, ça ne se peut pas. Si j'ai déjà obtenu 1 au premier lancer, ben, je ne peux pas obtenir 0. Donc là, c'est un événement impossible. Donc, si on continue avec ça, c'est quoi la probabilité de 1-1? Ça veut dire le premier, j'ai eu un face, et au 2, j'ai eu un face, donc ça veut dire c'est FP, c'est toujours un quart. Donc, le dernier point, c'est que au premier lancer, j'ai obtenu une seule fois face, ou deux lancers ensemble, j'ai obtenu deux faces. Puis là, ici, c'est sûr, j'ai obtenu un face-face. C'est là le premier est face et les deux, j'ai obtenu deux faces, puis là, c'est un quart. Si je fais la somme de tout, ben, bien sûr, je vais obtenir que c'est égal à 1. Vous voyez, là, ça fait ça la fonction de masse. Donc, si on veut déterminer toutes les distributions marginales, donc ici, j'ai les Y, j'ai PY de Y, ici, j'ai les Px de X, je peux continuer mon tableau. Donc, c'est quoi la probabilité que Px0? Ben, c'est égal à 1 quart plus 0, ça fait 1 quart. Px de 1, c'est égal à 1 demi. Px de 2, c'est égal à 1 quart. Ben, bien sûr, la somme, c'est égal à 1. Ici, ça fait 1 demi, 1 demi. Ben, la probabilité d'obtenir face ou la probabilité d'obtenir pile. Ça fait toujours 1 demi. Donc là, on a obtenu les distributions marginales. Si on veut déterminer toutes les distributions conditionnelles, ben là, on a 3 distributions conditionnelles de Y. Donc, si on veut obtenir Y, donc Y qui prend des valeurs 0 ou 1. Donc, c'est quoi les deux? C'est PY, sachant X égale à 0, de petit y.
Puis on a PY, sachant X égale à petit 1 de petit y. Puis on a PY, sachant X égale à petit 2 de petit y égale à 2 de petit y. Donc là, on peut voir ça. Donc je vais faire juste un split là pour... Donc là, ici, on fait un split du tableau. Donc là, on a ici la fonction conjointe. Donc, c'est quoi la probabilité que y égale à 0, sachant x égale à 0? Ben, ça fait P00 sur Py de Px de 0. Donc, ça fait P00, c'est égal à 1 quart sur Px de 0. Px de 0, c'est égal à 1 quart, puis c'est égal à 1. Donc, si au 2, on a obtenu 0, on est certain qu'au premier, on a obtenu 0. Puis si ça fait 0 sur 1 quart, ça fait 0. Donc, vous voyez ici, si au 2, on a obtenu 0, certainement au premier, on a obtenu 0. On peut pas obtenir pas 0 au premier. Donc, y sachant x égale à 1, donc ici, on peut y avoir 1 quart sur 1 demi, ce qui est 1 demi. Puis ici, ça fait aussi 1 quart sur 1 demi. Vous voyez, c'est de la même manière, on obtient c'est égal à 1 demi. Bien sûr, toujours, c'est une fonction de masse, la somme c'est égal à 0. Donc, sachant x égale à 2, donc ça fait 0 sur 1 quart. Bien sûr, si au 2, j'ai obtenu 2 lancers, je ne peux pas obtenir 0 au premier. Là. Puis ici, ça fait 1 quart sur 1 quart. Donc, ça fait 1. On est sûr, si j'ai obtenu 2 ou 2 lancers, c'est certain qu'au premier lancer, j'ai obtenu face. Vous voyez ça, puis ici, si j'obtiens, si je vais faire des masses de x, donc x, ça prend quoi comme valeur? Ça prend les valeurs 0, 1 et 2. Puis combien de distributions conditionnelles j'ai 2? Ce sont les distributions sachant y égale à 1 de petit x et la masse de x sachant y égale à 2, 0 et 1, excusez-moi, 0 et 1 de petit x. Donc, c'est quoi Px sachant y égale à 0 de petit x? Ben, ça fait 1 quart sur 1 demi. Donc, 1 quart sur 1 demi. Donc, et ça, c'est égal à 1 demi. Donc, ici aussi, ça fait 1 quart sur 1 demi. Ça va faire toujours 1 demi. Puis ici, ça fait 0 sur 1 demi, ça fait 0. Ben, bien sûr, la somme est 1. Donc, ici, ça fait 0 sur 1 demi, ça fait 0. Ici, ça fait 1 quart sur 1 demi, ça fait 1 demi. 1 quart sur 1 demi, ça fait 1 demi. Et on a obtenu toutes les distributions conditionnelles. Donc la question après, est-ce que x et y sont indépendants? Donc ici, je vois la fonction de masse conjointe. Donc si x et y sont indépendantes, ça veut dire pour toute couple x, y, la masse conjointe, c'est égal le produit des deux marginales. Je prends n'importe quel exemple. Si je vois ici, quand je vois un 0, ça veut dire que c'est pas indépendant généralement, parce que j'ai un élément où x peut se réaliser, parce que x peut prendre la valeur 0, y peut prendre la valeur 1, mais ils peuvent pas être ensemble. Donc, c'est une forme de dépendance. Donc, ici, si je prends P de 0, 1, c'est égal à 0. Est-ce que ça, c'est égal à Px de 0 fois Py de 1? Non, c'est différent. Donc, on a un contre-exemple. Si x et y sont indépendants, il faut qu'on vérifie pour toutes les couples. Pour dire que c'est pas indépendant, on a juste besoin de donner un contre-exemple. Donc ici, on peut dire les variables x et y. Donc les variables x et y ne sont pas indépendantes. Ne sont pas indépendantes. Et puis après, si on veut calculer le coefficient de corrélation ρ, donc ρ, c'est égal toujours la covariance de x, y sur sigma x fois sigma y. C'est quoi la covariance de x, y?
de xy, c'est égal à l'espérance de x fois y, moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Si vous calculez l'espérance de x fois y, c'est égal, ben, écoutez là, ça fait 0 fois 0, 0 fois 1, 0 fois 2, donc ça c'est 0, ça c'est 0. Donc qu'est-ce qui reste? 1 fois 1 fois 1 quart, plus 2 fois 1 fois 1 quart. Tous les restes, c'est des zéros. Là. Ça ne vaut pas la peine de multiplier par 0, là, c'est ça. Donc ça fait 1 quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts. Maintenant, c'est quoi l'espérance de x? L'espérance de x, ça fait 1 quart fois 0, ben 0 fois 1 quart, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 quart, qui c'est égal à 1. C'est quoi la variance de x? C'est égal à 0 au carré fois 1 quart, plus 1 au carré fois 1 demi, plus 2 au carré fois 1 quart, moins 1 au carré. Donc là, le calcul fait, ça fait 1 demi plus 4 quarts plus 1, ça fait 3 demi moins 1. Puis ça, c'est égal à 1 demi, la variance de x. C'est quoi l'espérance de y? Ben, l'espérance de y, ça fait 0 fois 1 demi plus 1 fois 1 demi. Ça, c'est égal à 1 demi. C'est quoi la variance de y? Ben, ça fait 0 au carré fois 1 demi plus 1 au carré fois 1 demi moins 1 demi au carré. Donc, ça fait 1 demi moins 1 quart, c'est égal à 1 quart. Donc là, c'est quoi la covariance de xy? Ben, c'est l'espérance de x fois y que nous avons trouvé égale à 3 quarts, moins l'espérance de x qui est 1 fois l'espérance de y, c'est égal à 1 demi. Tout ça, c'est égal à 1 quart. Maintenant, c'est quoi ρ? Si on veut calculer ρ, ρ, c'est égal à la covariance qui est 1 quart sur, donc on a dit, c'est quoi la variance de x? C'est 1 demi. C'est quoi la variance de y? C'est égal à 1 quart. Donc là, ici, ben, on a 1 quart ben, sur racine de 1 au huitième. Ça fait racine de 8 sur 2. Puis racine de 8 sur 2, racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Donc ça fait racine de 2. Donc on obtient ρ, c'est égal à racine de 2. Est-ce que ça, c'est bon? Non, c'est une erreur que j'ai faite. Vous voyez là, ça se peut pas. Ρ, il est toujours entre moins 1 et 1. Donc, si je suis ici et je trouve ρ qui est pas entre moins 1 et 1, ça veut dire j'ai un problème. Donc, ça peut pas. J'ai fait une erreur. Donc, là, ici, la covariance, c'est 1 quart. Je vais revérifier. La variance de y, c'est égal à 1 quart. La variance de x, c'est égal bel et bien à 1 demi. C'est ça. Donc, si je fais ça, donc ici, ça fait racine de 8 sur 2. Donc, je dois trouver cette erreur-là. Donc, vous voyez l'erreur? Ça, c'est un quart. Donc, ça fait sur 4. Puis là, j'ai racine de 2 sur 2. Puis là, mon résultat est entre moins 1 et 1. Vous voyez, une petite erreur, ça peut faire des grands problèmes. Donc, une des façons pour voir toujours la chose la plus importante, c'est de vérifier est-ce que ça respecte les conditions. En général, lorsqu'on fait une erreur, c'est pas tout le temps, mais lorsqu'on fait une erreur, en général, on peut la détecter comme ça. Donc, vous voyez, si j'ai pas fait une vérification que mon ρ est pas entre moins 1 et 1, je me rends pas compte, alors que j'ai fait une erreur stupide. Un quart, puis je l'ai noté ici, 1 demi. Avec ça, je trouve racine de 2. Quelqu'un qui met ça égal à racine de 2, c'est vraiment une grande erreur, parce que ρ, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc, il reste un dernier exemple. Donc là, on va essayer de faire cet exemple-là. Donc, c'est le dernier. Donc là, je vais juste sauter tout ça. Oups.
Donc là, si je vois cet exemple-là, on a donné la masse marginale de x et y et on a donné une masse conditionnelle. Puis ils veulent qu'on détermine la fonction de masse conjointe. Donc ici, une des premières choses que je devrais faire, c'est reconstruire la masse conjointe. Donc c'est quoi le support de x et de y? Donc ici, x et y. X, ça prend les valeurs 0 et 1. Y, ça prend les valeurs 0, 1 et 2. Donc, j'ai ici Px de x. Ici, Py de y. Donc, ces valeurs-là, on les a. Donc, ici, on a Py de 0. Donc, on a 0.2, 0.5 et 0.3. La somme, c'est toujours 1. On a ici 0.4 et 0.6. Donc là, il faut reconstruire. Donc là, ici, on a une distribution qui est conditionnelle. Donc, si je vois cette distribution conditionnelle, ça donne quoi? Si je vois la première, c'est la probabilité que y égale à 0, sachant x égale à 0. Ça, c'est égal P00, par définition, sur Px de 0. Puis ça, c'est égal à 0,1. Px de 0, on le connaît, c'est égal à 0,4. Donc, à partir de ça, on peut dire que P de 0,0, c'est égal à quoi? Ça fait 0,1 fois Px de 0, qui est 0,4. Puis là, ça fait 0,04. Là, on trouve l'élément qui est ici, 0,04. C'est quoi l'élément ici? On sait que la somme de ces deux-là, ça fait 0,2. Donc, ça, c'est égal à 0,16. Donc maintenant, si je vois la deuxième valeur qui est donnée ici, 0,5, donc on a la probabilité que la probabilité de y égale à 1, sachant x égale à 0, ben ça c'est égal P de 0,1 sur Px de 0, c'est égal à 0,5. Donc, P de 0,1, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 0,5 fois Px de 0, qui est 0,4, puis ça, c'est égal à 0,2. Donc, la dernière, on peut voir que P de 0,2, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité que y égale à 2, sachant x égale à 0, fois la probabilité que x égale à 0. Ça, c'est égal 0,4 fois 0,4, c'est égal à 0,16. Donc, si on revient à notre tableau, on a trouvé ici 0,2, ici 0,16. On vérifie que la somme, c'est égal à 0,4. 0,04 plus 0,2 plus 0,16, ça fait 0,4. Donc, ici, ça fait 0,3 pour que la somme fait 0,5. Et ici, ça fait 0,14. Et voilà, on a trouvé la fonction de masse conjointe. Donc, c'est ça le premier point, c'est de trouver la fonction de masse conjointe. Donc, je vais faire mon split pour la garder toujours, la fonction de masse conjointe pour la suite de la question. Donc, pour continuer avec ça. Donc là, ici, oups. Ouais, je suis rendu à la fin de... Juste un instant. Donc là, je dois ajouter certaines pages. Pour continuer avec ça. Voilà. Excusez-moi, là, c'est pas planifier ça. Donc là, si on veut déterminer la probabilité que x égale à 1, sachant y égale à 0, donc ça fait quoi? Ça fait P1, donc ça c'est y, ou 1, 0, sur PY de 0.
P10, c'est égal à 0,16. Py de 0, ça fait 0,2. Donc, ça fait 4 cinquièmes, ça fait 0,8. Donc, si on veut déterminer la probabilité que y égale à 1, sachant que x égale à 1, on trouve c'est égal P à 1 sur Px de 1. Ça, c'est égal, donc P à 1, c'est égal à 0.3. Px de 1, c'est égal à 0.6. Donc, ça fait 0.3 sur 0.6. Puis ça, c'est égal à 1 demi. Est-ce que les variables sont indépendantes? Donc, si on veut vérifier si x et y sont des variables aléatoires indépendantes, donc je prends une valeur, est-ce que P00, ben, il faut vérifier toutes normalement, mais si, dès que je trouve un contre-exemple, j'arrête. Si c'est clair, est-ce que P de 00 qui est égal à 0.04, est-ce que ça c'est égal à Px de 0 fois Py de 0? Donc, est-ce que 0.04 c'est égal à 0.2 fois 0.4? Non, c'est différent. C'est égal à 0,08. Donc là, est-ce que x et y sont indépendantes? Non. Donc, x et y. Donc, ici, x et y ne sont pas indépendantes. Vous voyez, c'est ça, ce qui est important, c'est de trouver un contre-exemple ou vérifier que c'est vrai pour toutes les valeurs. Donc, calculer ρ, donc on peut faire de la même manière. Donc, ρ, c'est égal à la covariance de x, y sur sigma x fois sigma y. Donc là, on va calculer tout. On va commencer par l'espérance de x. L'espérance de x, ça fait 0 fois 0.4 plus 1 fois 0.6, c'est égal à 0.6. La variance de x, c'est égal à 0 au carré fois 0.4 plus 1 au carré fois 0.6 moins 0.6 au carré. Donc, ça fait 0.6 moins 0.36, ça fait 0,24. L'espérance de y, c'est égal à 0 fois 0.2 plus 1 fois 0.5 plus 2 fois 0.3. Puis, si on fait tout calcul, ça, on a 1,1. C'est quoi la variance de y? Ben, c'est égal 0 au carré fois 0,2 plus 1 au carré fois 0,5 plus 2 au carré fois 0,3 moins 1,1 au carré. Donc ça, c'est égal. Donc 0,5 plus 4 fois 0,3, ça fait 1,2, 1,7 moins 1,1 au carré, 1,21. Donc 1,7 moins 1,1 au carré. Puis ça, on le trouve, c'est égal à 0,49. Et c'est ça. Plus 0,5. On s'assure, c'est ça. Donc, ça fait 0,49. Qu'est-ce qui reste à calculer? C'est l'espérance de x fois y. L'espérance de x fois y, ben, écoutez, là, c'est toute cette ligne-là qui va donner des zéros. Ben, je vais faire ça. Toute cette ligne-là, ça va donner des zéros. Toute cette colonne-là, ça va donner des zéros. Donc, vous voyez, c'est ça ce qui... on n'a pas besoin de les calculer. Donc là, si je fais l'espérance de x fois y, j'obtiens quoi? J'enlève ça, ça fait 1 fois 1 fois 0.3, 1 fois 1 fois 0.3, plus 1 fois 2 fois 0.14. Donc, et ça fait 0.3 plus 0.28, ça fait 0.58. Donc là, on a l'espérance de xy. Donc, c'est quoi la covariance de xy ici? Ben, c'est égal à l'espérance de x fois y, 0,58, moins l'espérance de x, c'est égal à 0,6, fois l'espérance de y, c'est 1,1, donc ça fait 0,6 fois 1,1. On peut juste utiliser la calculatrice, donc juste pour simplifier les choses. Donc, on peut dire c'est 0,56, 0,58 moins 0,6
Puis on trouve c'est égal 0,08. C'est égal à moins 0,08. Donc, vous voyez, c'est ça. On a moins 0,08, donc c'est quoi ρ? C'est égal à moins 0,08 sur la racine carrée. C'est quoi la variance de x? C'est quoi la variance de y? On les a trouvés. La variance de x, 24 et 49. Donc, ça fait 0,24 fois 0,49. Donc, si on utilise la calculatrice, ben, on prend celui-là, on fait sûr. Donc, c'est la racine carrée. Donc, ça devrait y avoir une racine carrée dans cette calculatrice-là. Donc, ça fait, excusez-moi, ça fait moins 0,08 sur, donc on ouvre les parenthèses, puis on fait 24 fois 0,49, puis on fait la racine carrée de ça. Ça va faire moins 0,31. 0,313. Donc là, interpréter le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter ici? Ben, ρ égale moins 0,313. Donc, on a une corrélation qui est négative. Donc, on a x et y sont corrélés négativement. Juste, j'enlève le split, excusez-moi. Donc ici, pour x, y et y, x et y ont une corrélation négative de l'ordre de 31%. Donc, c'est pas faible, mais une corrélation négative de l'ordre de 31%. Donc, vous voyez, c'est ça des vecteurs aléatoires, donc des vecteurs discrets. C'est ça le troisième chapitre du livre. Donc, merci pour votre écoute.